Bonjour et bienvenue dans Objectif Avenir Positif, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent autour des enjeux sociétaux et environnementaux des organisations. Diversité des nationalités dans une économie mondialisée, diversité des genres et des orientations sexuelles, diversité des origines sociales, prise en compte des handicaps visibles comme invisibles, l'entreprise est-elle aujourd'hui capable d'embrasser la pluralité des talents qui la composent ? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre de Sherazade Ghalifa, Senior Innovation Consultant chez Frog, la marque dédiée au conseil, à l'innovation et aux stratégies d'expérience qui a récemment rejoint Capgemini Invent. Sherazade met en évidence les difficultés vécues, mais surtout la richesse intellectuelle et émotionnelle que suscite un parcours personnel et professionnel divers. Sherazade, bonjour. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter et expliquer la spécificité de votre parcours ? Je suis née en Bourgogne, en France. J'ai grandi en majorité à Paris, avec peut-être quelques petites escales dans d'autres pays durant cette période-là. Et c'est surtout à mes 17 ans que j'ai décidé de m'expatrier. Donc je suis allée étudier au Royaume-Uni, notamment à l'université de Warwick. Et je me suis spécialisée en économie. Et après ça, j'ai eu des expériences professionnelles incroyables, vraiment diverses et variées. Alors, pourquoi avoir rejoint Capgemini ? La première chose qui m'a marquée en arrivant chez Capgemini, et particulièrement au Royaume-Uni, c'était la diversité. C'est très très fort au UK et je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Quel regard vos collègues portent-ils sur votre parcours ? Il y a quelque chose qui est énormément apprécié, c'est un peu une énergie nouvelle ou peut-être une certaine créativité, une différence dans la manière de penser. Ça, c'est énormément apprécié. Et puis au niveau aussi des différentes langues que je parle, ça a toujours été un avantage. C'est vrai qu'on a souvent fait appel à moi et je pense aussi pour cette manière de penser, cette manière d'approcher les gens. Je pense que, par exemple, sur un des projets que j'avais fait avec ce qu'on appelle le Applied Innovation Exchange à Londres, on avait travaillé avec des clients nordiques. Et puis moi, j'ai pas la culture nordique, mais finalement, je pense que même si on n'a pas ça, c'est une manière de penser, une manière de s'ouvrir, une manière de communiquer humainement pour essayer de faire ressortir le meilleur des clients, les mettre à l'aise. Et je pense que justement, je me rappelle ma directrice dans le centre d'innovation m'avait dit ça c'est un vrai talent, ça je le vois très rarement. Et puis elle m'a dit c'est vrai que c'est dur de contenir un peu toute cette énergie que tu as, mais elle m'a dit ça c'est un truc que tu devrais jamais changer. Jusqu'ici j'ai très rarement eu, surtout au sein de Capgemini, des expériences négatives ou une valorisation négative de la diversité. C'est vraiment le contraire. Je pense que c'est justement la diversité, même si elle n'est pas exprimée comme étant une des 7 valeurs qu'est Capgemini, c'est une de nos valeurs claires. Chez Capgemini, la diversité culturelle au quotidien, ça ressemble à quoi ? Chez Capgemini, on entend différentes langues parler, on voit des personnes de différentes origines, on voit des personnes aussi qui célèbrent leur culture et qui s'en cachent pas. On voit aussi des personnes aussi qui ne se cachent pas forcément de leur diversité sexuelle ou même de certains handicaps. Ça, je trouve que c'est absolument fantastique et je pense même aussi la diversité culturelle, c'est le fait qu'on recherche justement des missions, des challenges qui sont internationaux et on a envie d'apporter une réponse pas seulement des clients ou des consommateurs dans un pays unique, mais on essaie de penser en fait à tous les consommateurs possibles. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus important que tout ça, c'est vraiment le respect. C'est le respect de ces différentes cultures. Enrichissement intellectuel, aventure personnelle, pour Sherazade Ghalifa, la dimension multiculturelle donne un sens à ses missions professionnelles. Mais qu'en est-il du côté des entreprises ? Pour en savoir plus, nous avons rencontré Delphine Pouponneau, directrice diversité et inclusion du groupe Orange, et Cécile Daniel, consultante freelance en communication interculturelle. Delphine Pouponneau, vous travaillez chez Orange, une entreprise également très multiculturelle. Pouvez-vous nous dire comment cette multiculturalité s'exprime aujourd'hui ?
Chez Orange, on est 130 000 collaborateurs, on est présent dans 26 pays, on a plus de 140 nationalités. Donc effectivement, c'est une entreprise multiculturelle et je pense que c'est ce qui fait aussi la richesse de cette entreprise. C'est une entreprise très franco-française à l'origine, hein. C'était France Télécom. Depuis, il y a eu beaucoup d'acquisitions de filiales, notamment en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde. Et effectivement, c'est très enrichissant. Ce multiculturalisme, cette pluralité de profils, et vraiment l'objectif c'est aussi de s'imprégner de ces cultures-là, c'est de s'imprégner de la diversité des environnements, des cultures, et voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre groupe aujourd'hui. Cécile Daniel, en quoi une équipe diversifiée est-elle une force pour la créativité, la performance et même la compétitivité ? Oui, c'est une force extrêmement importante, une force énorme. Le fait de prendre du recul, le fait d'avoir des perceptions différentes en fonction de ses propres valeurs, en fonction de son propre vécu, de ses propres traditions aussi parfois, en fonction de chaque culture. Donc il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'idées nouvelles, bien sûr derrière ça, et forcément beaucoup d'innovations qui peuvent se générer. Donc avoir une équipe multiculturelle avec une communication efficace, un management qui tourne autour de ça et qui permet d'intégrer toutes les personnes, tous les collaborateurs au fur et à mesure des différents éléments, c'est une force qui n'est même pas mesurable finalement avec une autre, parce que la créativité, les différences finalement culturelles vont apporter énormément de choses. Justement, face à la pluralité des différences culturelles, il est légitime de se demander s'il existe différents types de modèles en termes de diversité culturelle. C'est une bonne question, effectivement. Alors j'ai eu la chance de travailler aussi en Écosse, notamment en Irlande, et après aussi en Amérique latine. Chaque pays va avoir des modèles finalement, alors peut-être parfois même sans le savoir, sur juste la façon de vivre ou de faire les choses, mais des modèles effectivement très différents. Alors une des choses essentielles, c'est que quand on quitte un pays, quand on part de sa propre culture, on arrive dans un autre pays, on a l'impression que tout va être pareil. Même si on se dit dans le fond, bien évidemment, il y a des différences, etc. Néanmoins, on s'y prépare pas suffisamment. Je pense qu'une des erreurs aussi principales que l'on fait, c'est qu'on a parfois l'impression que on est dans un monde globalisé, etc. et que tout le monde va travailler et vivre les choses de la même manière. Mais malgré tout, les différences sont effectivement énormes. Donc alors il n'y a pas de recette universelle, il n'y a pas de modèle universel, parce que finalement, il va falloir trouver une stratégie adaptée à chaque culture et à chaque mélange culturel. Delphine Pouponneau, pouvez-vous nous exposer ce qu'il en est chez Orange ? Je pense qu'on essaie de donner un cadre global avec une culture d'entreprise et une culture managériale assez homogène, autour effectivement de la notion de bienveillance, de respect, d'équité. On prône aussi beaucoup l'intelligence collective, l'autonomie des équipes. Après, c'est clair qu'en fonction, on l'a dit, des cultures, des pays, des histoires, forcément, on manage pas en Pologne comme on manage au Cameroun ou comme on manage en Inde. Mais l'idée, c'est quand même de créer des valeurs communes et donc, comme on le disait, tout ce qui est team building, formation managériale, c'est important aussi pour partager ces valeurs. On a aussi, alors on mesure aussi cette culture-là via un baromètre salarié qu'on déploie dans tous nos pays pour justement s'assurer que cette culture managériale est ancrée dans nos différentes entités. C'est un cadre global, mais il est important de laisser s'exprimer aussi les cultures locales et les façons d'appréhender le monde différemment. Et c'est vrai que c'est ça qui fait aussi la richesse. Une enquête ELAB pour la Fondation Mosaïque de novembre 2021 indique que pour 84% des Français, la diversité sociale, culturelle et ethnique dans le monde du travail est une bonne chose. Les personnes interrogées mettent en avant une hausse de la créativité et de l'innovation, une meilleure cohésion d'équipe ou encore l'aisance linguistique. Nombreuses sont les études d'opinion montrant que l'inclusion est une attente forte des citoyens et des citoyennes. Alors chez Orange, comment assurez-vous que les talents, quels que soient leurs horizons, bénéficient du meilleur accueil possible ? Alors,
C'est vrai que la diversité et l'inclusion devient un sujet très stratégique pour les entreprises. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui attestent que c'est un enjeu de performance, d'innovation, de bien-être aussi pour les collaborateurs. C'est aussi pour nous un vrai enjeu d'attractivité. Parce qu'on le voit, les jeunes sont aussi très sensibles à tous ces sujets-là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi attirer de jeunes profils, au sein de l'entreprise. Donc, on a une politique en matière de diversité et inclusion qu'on porte depuis plusieurs années maintenant. On se fixe des objectifs, alors des objectifs quand on peut les mesurer, donc c'est le taux de féminisation dans nos instances de gouvernance, c'est le taux de féminisation aussi dans les métiers techniques, parce que nous on a un vrai enjeu aussi à féminiser les métiers notamment du numérique, la data, le cloud, etc., parce qu'on pense que c'est ça qui fait la richesse au sein des équipes. On a aussi toute une politique en faveur de la diversité des origines socioculturelles, ethniques, plus difficile à mesurer. On a une politique en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap. C'est un élément aussi très important pour nous. L'idée, c'est d'être aussi représentatif de nos clients, pour mieux les comprendre, mieux les servir. Donc, lorsqu'on déploie de nouvelles offres et services, l'idée, c'est aussi de les penser accessibles au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on voit que le numérique est indispensable, notamment pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes plus âgées. Donc penser ces outils de manière accessible, c'est aussi des enjeux business pour nous. Et aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. On ne peut pas se contenter d'avoir des discours, il faut en apporter la preuve. Cécile Daniel, dans un premier temps, que peuvent mettre en place les entreprises comme processus pour protéger la diversité culturelle ? Alors, on en parle de plus en plus de diversité culturelle, de prise en compte, de management interculturel, comment on agit, comment on réagit et qu'est-ce que l'on met en place. Le premier axe pour moi reste l'empathie culturelle. L'empathie, toujours une personne, et encore une fois, j'en reviens toujours sur la différence entre les compétences techniques et le savoir-être. Si on l'est et qu'on n'a pas d'empathie culturelle derrière, on pourra difficilement travailler avec d'autres personnes déjà de notre même culture, qui peut déjà être problématique, mais qui plus est d'une autre culture. Là, on est sur des conflits qui prennent d'autres dimensions. Et des incompréhensions aussi qui prennent d'autres dimensions. Donc en premier, je parlerai plus d'empathie culturelle. En second, tout ce qui va être ouverture d'esprit, tolérance, ouverture. Et j'en reviens aussi à ce fameux cadre de référence. Toujours savoir faire un pas de côté et se dire, ah oui, ok, alors moi, telle situation, je l'interprète comme ça. Néanmoins, c'est pas la vérité, quoi. La référence universelle n'est pas celle-là. Et entre eux, encore une fois, les intentions et les actions, eh bien, on peut se dire au fond de nous, ah oui, ok, c'est peut-être pas comme ça. On va quand même toujours avoir tendance, consciemment ou inconsciemment, à considérer que notre propre cadre de référence va être le plus important ou le meilleur ou l'unique et le vrai, et que la vérité est là. Sauf que la vérité est différente selon chacun et la vérité est différente selon chaque culture aussi. Tout ce qui va tourner autour, on en parlait un petit peu tout à l'heure, en lien avec l'intelligence collective, en lien avec les émotions, en lien avec une stabilité émotionnelle. La stabilité émotionnelle, c'est aussi être capable de bien réagir en fonction de chaque chose qui pour nous vont nous paraître invraisemblable, même lors d'une réunion, quelque chose de très simple et des cultures différentes autour de la table, se dire s'il y a un conflit qui arrive, s'il y a une chose qui est dite qui nous semble complètement illusoire ou qui n'existe peut-être pas dans notre propre culture, se dire attention, encore une fois, prendre un peu de recul par rapport à la situation et savoir gérer correctement avec des émotions qui vont être aussi centrées, pas uniquement sur nos propres émotions mais aussi sur l'autre, cette sensibilité culturelle qui est encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, un travail sur le long terme. C'est pas du one shot qui fonctionne. Et c'est toujours cette prise en compte, toujours cette approche-là qui est extrêmement importante. Cécile Daniel, vous mentionniez plus tôt l'importance de l'empathie et de l'humilité. Quant à vous, Delphine Pouponneau, quel sentiment vous inspire personnellement la diversité culturelle ? Entièrement d'accord avec ça, empathie, humilité, bienveillance, respect, je pense que ça c'est indispensable, être à l'écoute, ne pas
penser qu'on a la science infuse, hein, et que au contraire s'approprier aussi les modes de pensée des autres, c'est ce qui fait aussi la richesse, hein, c'est la confrontation des idées, la confrontation des points de vue qui crée l'innovation. Nous on pousse de plus en plus ce qu'on appelle le management inclusif, c'est justement faire en sorte de faire s'exprimer toutes les singularités, parce que c'est ça qui nourrit le débat, c'est ça qui nourrit la contradiction, mais positive, hein, et qui permet d'en sortir les meilleures idées. Donc c'est tout ce qui relève aussi de l'intelligence collective, et pour ça demande effectivement de l'humilité, ça demande de laisser s'exprimer tout le monde. Donc pour un manager, voilà, c'est pas lui non plus qui a le savoir. C'est la culture du feedback aussi, savoir donner du feedback régulier à ses collaborateurs. Donc c'est tout ça qui crée la richesse. Alors fraternité, c'est vrai qu'en entreprise c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas le respect, la bienveillance, l'écoute et l'humilité, ça c'est très important. Je pense que c'est essentiel. Et c'est des valeurs qui servent. Alors bien sûr dans le management interculturel, mais dans le management tout court. On évoquait beaucoup les soft skills. Aujourd'hui, on le voit, c'est quand même des choses qui sont recherchées par les entreprises, parce qu'on voit bien que tout ce qui est compétences dures évolue très très vite, mais ces savoir-faire et ces savoir-être sont très importants à capitaliser et à développer. Cécile Daniel, Delphine Pouponneau, je vous laisse maintenant la parole pour le mot de la fin de cet épisode. Moi, ce que j'apprécie de tous ces échanges, et merci Delphine pour tous les exemples apportés par Orange, parce que je pense que c'est le plus intéressant dans tout ça, et notamment sur de l'interculturel, c'est de pouvoir écouter et savoir comment ça se passe dans les quatre coins du monde. Et ça, c'est fantastique de dire qu'on est dans un pays où on a cette envie-là de mettre des choses en place autant, de manière aussi forte et avec des actions aussi fortes. Et ce monde globalisé nous offre des perspectives complètement différentes si on se remet même 50 ans ou 100 ans en arrière, ou même 10 ans en arrière finalement, les perspectives étaient différentes. Donc je pense qu'on a une chance énorme aujourd'hui, une richesse énorme par rapport à tout ça, qu'on soit à 1 mètre les uns des autres avec des cultures différentes, ou à 20 000 kilomètres ou plus, et bien on arrive à travailler ensemble. Effectivement, je dirais que le paradoxe, c'est qu'on est à la fois effectivement dans ce monde globalisé, mondialisé, où grâce à Internet, on peut voyager de chez soi à travers le monde, et on voit bien aujourd'hui les jeunes s'imprègnent de la culture américaine, japonaise, etc. Donc on voit bien que cette ouverture au monde est formidable. Je crois qu'aujourd'hui les entreprises, c'est aussi le socle qui permet de recréer de la cohésion sociale et de faire en sorte que autour de valeurs communes, autour d'un sentiment d'appartenance, on peut faire en sorte que l'ensemble des individus, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, leur genre, leur handicap, etc., puissent se retrouver autour d'un projet commun, de valeurs communes. Et je pense que le rôle des entreprises pour créer cette cohésion sociale est essentiel.